Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Mercato et encore une fois de Première Ligue. La Première Ligue, la saison prochaine, s'annonce très relevée et c'est encore une fois prouvé par les dernières rumeurs Mercato, puisque comme vous le voyez à l'écran, Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid, ça fait un moment qu'on s'en doute, le joueur est apparemment sur le départ et pourrait rejoindre Manchester City. On va également parler d'autres joueurs qui pourraient partir vers d'autres clubs anglais ou alors vers l'Angleterre. Vous allez comprendre un petit peu de qui je parle. Mais juste avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc nous allons parler du cas Rodrigo. Rodrigo, on sait, joueur madrilène, international brésilien avec 33 sélections pour 7 buts, évalué aujourd'hui à 90 millions d'euros. C'est un ailier droit mais qui en fait est bien meilleur sur le côté gauche. Pep Guardiola lui promettrait ce poste s'il rejoignait le club anglais. Il a aujourd'hui 24 ans, il évolue du coup voilà en tant qu'ailier gauche et il fait 1m74. Donc voilà un petit peu pour toutes les informations. Comme je vous ai dit, il est évalué à 90 millions d'euros, mais s'il y a transfert, ce serait pour moi autour des 100 millions d'euros, peut-être 110. Surtout que le Real Madrid, je pense qu'ils vont essayer peut-être de prendre un central supplémentaire et peut-être un milieu. Je vous avoue que je connais pas trop le mercato du Real Madrid, mais ça pourrait te permettre de financer d'autres arrivées. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la situation au club. Le joueur est en contrat jusqu'en 2028, donc effectivement, tu auras pas mal d'années de contrat à rattraper. Donc comme je vous ai dit, ailier droit, ailier gauche, mais il peut également jouer avant-centre, même si à Manchester City, il jouera évidemment sur le côté gauche. Surtout que je rappelle que Savinho est sur le départ, et oui, Savinho est sur le départ, pourrait rejoindre Tottenham. Alors je sais pas encore si ça va se faire ou pas, mais en tout cas des dernières informations, il est sur le départ. Jack Grealish est parti en prêt avec option d'achat du côté d'Everton. Ouais, c'est un transfert un petit peu étrange, mais bon, on savait que le joueur était sur le départ. Et donc, pour le moment, sur le côté gauche, tu n'as que Jérémy Doku, surtout si tu considères que Savinho va partir. Et Rodrigo, du coup, pourrait être le titulaire sur le côté gauche. Du moins, c'est la place que lui promettrait Pep Guardiola. D'ailleurs, je rappelle qu'il est un petit peu sur la pente descendante, puisque à son prime, il était évalué à 110 millions d'euros lors de la saison 2024. Au 7 juin 2024, il était évalué à 110 millions d'euros. Donc voilà un petit peu. Mais c'est un joueur qui voilà, a pas mal d'années professionnelles depuis maintenant un long moment. C'est un joueur qui a quand même 172 matchs en Liga, 10 000 minutes. Donc comme je vous ai dit, il a beaucoup d'expérience. En Ligue des Champions, il a 3800 minutes avec de très belles performances, notamment 64 matchs, 25 buts, 14 passes décisives, c'est quand même assez énorme. Et en Liga, c'est 172 matchs pour 32 buts et 30 passes décisives, c'est beaucoup aussi, ce sont des belles statistiques. En Serie A, donc au Brésil, 41 matchs, 9 buts et 5 passes décisives. Coupe du Roi, voilà, vous avez compris que c'était quand même un joueur assez performant. Il a quand même 353 matchs en carrière, donc c'est quand même assez énorme. Pour vous montrer un petit peu ses stats la saison passée. Alors, il y a la Coupe du Monde des clubs où il n'a été auteur, enfin en 3 matchs, il n'a été auteur que d'une passe décisive. Mais en Liga, malheureusement, sa saison a été très compliquée puisqu'il est qu'à 30 matchs joués pour seulement 1900 minutes, ce qui est en fait assez peu. Alors oui, il y a eu une blessure, mais quand même, c'est assez peu, 1900 minutes pour un joueur de ce calibre, pour 6 buts et 6 passes décisives. Il y a eu une bonne période, notamment autour de janvier-février, mais elle s'est calmée assez rapidement. Et en Ligue des Champions, c'est 12 matchs pour 5 buts et 2 passes décisives. Et encore une fois, avec assez peu de temps de jeu. En Coupe du Roi, c'est 2 passes D. En Super Coupe, 2 buts. Et en FIFA Intercontinental Cup, 1 but. Et donc, ça porte son total à 54 matchs, 14 buts et 11 passes décisives. C'est pas mauvais, mais c'est pas sensationnel, surtout qu'il n'y a que 3452 minutes pour un joueur qui, pour moi, a un potentiel niveau titulaire dans plein d'autres clubs du monde. C'est quand même assez peu. Maintenant, sur sa saison 23-24, on est quand même sur un joueur qui, alors ok, a moins de passes décisives, mais théoriquement réalise une meilleure saison. Déjà que ce soit sur le plan statistique, mais également sur le plan dans le jeu, où je trouve que dans le jeu, il avait été quand même bien meilleur. Déjà en Liga, il joue beaucoup plus de minutes. Il a 2391 pour 34 matchs, 10 passes décisives, enfin 10 buts et 5 passes décisives. C'est moins de passes décisives que la saison dernière, il était à 6, mais n'empêche que ça reste de belles statistiques. D'ailleurs, il est à 3700 minutes, donc en termes de temps de jeu effectif, ça revient un petit peu au même, mais en même temps, il y avait beaucoup moins de compétition à jouer. En Champions League, il est à 13 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. D'ailleurs, je rappelle que c'est la saison où ils prennent la Ligue des Champions avec un Rodrigo qui est titulaire et qui est très performant.
En Coupe du Roi, c'est 2 matchs, 1 but. En Supercoupe, c'est 2 matchs, 1 but, une passe D. Ce qui porte son total à 51 matchs, 17 buts et 9 passes décisives. Donc en un peu moins de matchs, il a des assez belles statistiques également. Donc c'est un joueur qui pour moi ne va pas forcément être dans la surface ultra rapidement, mais qui vraiment sur le côté arrive à te dynamiter des défenses, qui est extrêmement rapide, un joueur qui techniquement a une qualité assez dingue, qui est un assez bon finisseur malgré tout, même si ça pourrait être encore amélioré, et qui est un bon passeur, on l'a vu cette saison, notamment son indicateur statistique augmente. Mon seul gros problème avec Rodrigo, c'est qu'il est particulièrement inconstant, c'est un joueur qui arrive à avoir dans une saison des moments ultra forts, où il est ultra pertinent, où il n'y a rien à dire. Mais il y a des moments aussi où il est un peu fantomatique, et il passe un petit peu à côté de certaines de ses rencontres. Et le problème avec Rodrigo, c'est qu'il doit gagner en constance pour potentiellement devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Maintenant, comme sur cette saison-là, il n'est pas non plus titulaire indiscutable, même si il l'est globalement sur l'entièreté de la saison, et la saison dernière, il joue assez peu, et ça aurait pu être une saison entre guillemets de la révélation pour Rodrigo, de la surconfirmation après la saison où il gagne la Ligue des Champions, où il avait été extrêmement fort. Mais du coup, si on regarde un petit peu ses indicateurs statistiques, je vais vous montrer un petit peu à quel point Rodrigo reste quand même un joueur assez fort et un joueur de grande qualité. Face aux ailiers, enfin par rapport aux ailiers, bon, en termes de finition, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être meilleur. Il n'est qu'à 0,35 par 90 minutes, c'est pas énorme. Et d'ailleurs, sur ces indicateurs purement offensifs, c'est pas la folie, même si sur les actions menant à un tir, il est quand même à 4,56, ce qui est très très bon, et ce qui peut encore être amélioré dans une équipe où il jouera plus, et où surtout il aura un système où il va vraiment pouvoir s'incorporer, surtout que là sur cette saison là il joue ailier droit et on sait que son vrai poste c'est ailier gauche, et quand il est sur le côté gauche il est très très fort, il est pour moi bien meilleur que sur le côté droit, et il est d'ailleurs bien plus constant. Sur les passes progressives reçues, il est à 11,33, donc c'est un joueur qui peut prendre la profondeur, et c'est un joueur qui va dans la surface de réparation, même si ça pourrait être amélioré. 5,84 c'est plutôt pas mal, mais il n'est que dans les 18% des meilleurs en Europe, donc voilà. Dans les dribbles réussis, il est à 2,15 par match. Sur son côté droit, comme je l'ai dit, où c'est quand même un ailier qui aime bien rentrer sur son bon pied. En l'occurrence, sur le côté droit, il ne peut pas rentrer sur son bon pied. Donc forcément, ça réduit ses possibilités de dribble. Donc encore une fois, ça peut être amélioré. Sur les passes les progressives carries, donc les courses progressives, il est à 5 par match, ce qui est très bon. Ce qui, encore une fois, à Manchester City, dans une équipe où il sera ailier gauche, peut carrément s'améliorer. Et dans les passes progressives données, il est à 4,69, ce qui est plutôt pas mal, et donc il pourrait très bien se connecter dans un jeu, dans un secteur offensif qui pourrait très bien fonctionner. Il pourrait également donner de très bons ballons, notamment pour un Erling Haaland qui aime bien lui aussi prendre la profondeur. Et d'ailleurs dans la complétion des passes, il est à 80,7%, et c'est d'ailleurs dans les 2% des meilleurs en Europe, donc c'est quand même pas mal. C'est un joueur qui est assez propre dans ses transmissions. Donc ça c'est vraiment pas mal, et on voit que ces indicateurs statistiques sont également assez intéressants. Joueur qui presse beaucoup, qui fait des tacles, qui fait des interceptions, qui réalise des blocs, donc ça peut être très intéressant. Et également qui fait des dégagements, donc voilà, ça peut être plutôt utile pour Pep Guardiola. Donc pour moi c'est un joueur qui vraiment pourrait très bien fonctionner avec Pep Guardiola. C'est un joueur qui est très performant lorsqu'il est dans un bon jour, et surtout lorsqu'il est positionné sur le côté gauche. Pep Guardiola semble lui promettre cette place, donc je pense vraiment que ça pourrait être un excellent transfert. On va parler du deuxième joueur qui est ciblé par le Manchester City de Pep Guardiola. On va parler de Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain au moment où je vous tourne cette vidéo. Le joueur a quand même annoncé qu'il aurait bien aimé faire ses adieux au Parc des Princes. J'espère qu'il les aura, parce qu'en vrai, il les mérite pour notamment les 2,5 mois où il a été vraiment très performant. Et où il nous a fait quand même une bonne deuxième partie de saison. Et voilà, son agent Enzo Raiola d'ailleurs a été particulièrement outré de la gestion du cas Donnarumma. Mais voilà, le gardien évalué aujourd'hui à 40 millions d'euros pourrait s'en aller pour 30 apparemment. C'est les sommes qui sont discutées en ce moment avec Manchester City. Donc voilà, l'international italien, quand même 74 sélections, c'est quand même pas mal. Gardien de but, 1m96, qui a aujourd'hui 26 ans, donc ce qui est encore assez jeune. Évalué aujourd'hui à 40 millions d'euros, mais qui pourrait partir à 30, gardien du Paris Saint-Germain, où il a fait une saison très intéressante la saison passée, notamment sa fin de saison qu'on trouve absolument monstrueuse, même s'il a mis beaucoup de temps à vraiment
être performant avec le Paris Saint-Germain, puisque lorsqu'il arrive en 2021 au PSG, il est à son prime, il est évalué à 65 millions d'euros, il n'est âgé alors que de 22 ans, mais à ce moment-là, bon, on sait qu'il a connu des saisons très compliquées, avec notamment son énorme bourde face au Real Madrid, qui lui a fait perdre quand même 15 millions de valeur marchande, et voilà, il y a eu bourde sur bourde, qui ont fait que, voilà, il n'a pas forcément été ultra performant tout le temps, mais au final, la saison passée, on voit qu'il remonte un petit peu en termes de valeur marchande puisque ses performances ont évolué de nouveau et sont redevenues positives. C'est un joueur qui dans le jeu court notamment est devenu assez intéressant. On sait que Pep Guardiola sur ses gardiens est un adepte du jeu court, donc ça peut être utile. Mais on sait également qu'Ederson était très bon dans le jeu long et c'est malheureusement un domaine où Donnarumma pêche. Donnarumma globalement, hormis les dégagements dans le jeu long, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je me pose quand même la question sur la pertinence du transfert. Parce que, bon, je pense que Guardiola c'est ce qu'il fait, hein, ça on est d'accord là-dessus, on parle comme du meilleur coach de l'histoire. Mais c'est un joueur qui, voilà, en termes de jeu long, il ne faut pas s'attendre à une folie furieuse. C'est un joueur qui, voilà, n'est pas forcément ultra bon dans le domaine. Qui sur sa ligne, par contre, est excellent quand il ne fait pas d'erreur. Mais voilà, quand il décide vraiment d'élever son niveau de jeu, comme il l'a fait sur la fin de saison, bah, il est absolument monstrueux. C'est pour moi le meilleur gardien du monde hein, lorsqu'il est vraiment bien. Donc ça peut être intéressant pour Manchester City. Juste une question par rapport à la planification entre guillemets sportive de Pep Guardiola, bah, c'est quid de James Trafford. James Trafford est revenu du côté de Manchester City, c'est un joueur qui était formé là-bas. Il est revenu à Manchester City avec la clause de rachat du coup. Mais du coup, ça veut dire que c'est ton backup. Mais du coup, quid de Stéphane Ortega? Enfin, vous m'avez compris, ça peut être un peu compliqué la gestion des gardiens. Est-ce que Guardiola ne devrait pas prêter James Trafford? Telle est la question. Maintenant, je pensais à Newcastle, même si Newcastle maintenant a recruté Ramsdale, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment ça va se passer, la concurrence avec James Trafford, parce que si Donnarumma n'est pas performant instantanément, bah, il va falloir faire jouer Trafford, mais du coup tu auras balancé 30 millions d'euros comme ça par les fenêtres, donc ça peut être un peu compliqué, c'est ma seule interrogation, même si moi j'ai également d'autres interrogations, c'est sur le fait que Donnarumma, bah, il aura obtenu un gros contrat, un gros chèque du côté de Manchester City, est-ce qu'il va pas encore une fois se reposer un peu sur ses lauriers, et peut-être son niveau de jeu va redécliner, moi c'est vraiment, déjà pas ce que je lui souhaite à lui, parce que ça peut être un frein pour sa carrière, et c'est pas ce que je souhaite à Pep Guardiola parce que, bon bah voilà, il doit se relever un peu de la saison passée. Manchester City a eu une saison passée extrêmement compliquée et ils vont avoir besoin d'un très bon gardien pour la saison prochaine. Si on regarde un petit peu ses indicateurs statistiques, vous allez comprendre quand je vous dis que son jeu au pied, c'est vraiment pas terrible. On parle d'un joueur qui voilà, est quand même à moins 0,4% sur les post-shot expected goals. Donc en gros, il fait pas tant d'arrêts que ça, genre il te sauve pas tant de buts que ça. Par contre dans les goal against, là il est assez performant, c'est un gardien qui prend en fait assez peu de buts, c'est également dû à sa charnière centrale qui était très forte, même si bon comme vous l'avez vu, le PSG subissait quand même pas mal d'occasions, notamment en début de saison. Et du coup voilà, vous avez compris que notamment dans les centres stoppés, il est quand même assez bon, il a bien progressé sur la fin de saison, mais voilà, globalement dans les passes, dans les trucs comme ça, c'est pas très bon. Et surtout, voilà, c'est un gardien qui n'a commencé à être performant que sur la fin de saison. Donc en fait, ces statistiques, ces indicateurs, ils sont pas forcément sensationnels si on compare sur la saison complète. Maintenant, pour moi, c'est un très bon gardien et je pense qu'il pourrait s'imposer du côté de Manchester City. Et franchement, je lui souhaite. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été très bon avec le Paris Saint-Germain sur ses fins de saison. Malheureusement, Luis Enrique ne compte plus sur lui. C'est dommage, mais voilà. Bon vent Donnarumma. J'espère vraiment que tu vas t'imposer du côté de Manchester City, je te le souhaite. Et pour moi, c'est une légende du PSG, on peut le dire, hein, malgré tout. Qu'on l'aime ou pas, oui, il nous a quand même coûté des gros matchs, mais là, c'est les derniers mois qu'il nous a fait, ils sont absolument monstrueux. Et en plus, c'est quand même grâce à lui, en partie, qu'on soulève la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Donc, faut quand même positionner ce joueur là où il mérite de l'être. On va parler maintenant d'un autre joueur et d'un autre club. Puisqu'on a parlé de Manchester City, maintenant on va parler de Liverpool qui se positionne sur Giovanni Leoni et qui se positionne également sur un autre défenseur. Les deux dossiers ne sont pas faits, c'est pas l'un dépend de l'autre. Liverpool veut deux défenseurs centraux d'un coup. Le départ de Jarell Quansah, pour moi, c'était une mauvaise idée, je le maintiens. Mais voilà, du coup, tu veux recruter d'autres joueurs. C'est un peu bête, je vais pas vous mentir. Personnellement, Jarell Quansah, je l'aurais jamais fait partir parce que je trouvais que c'était un jeune très talentueux. Maintenant, tu l'as fait partir, hein, c'est dommage. Mais du coup, tu te positionnes sur d'autres joueurs et notamment Giovanni Leoni. Alors, je vous le dis maintenant, c'est un joueur que je ne connaissais pas.
J'avais déjà entendu son nom, je savais que c'était un joueur très prometteur, mais je ne le connaissais pas plus que ça. C'est un joueur de 18 ans qui est né à Rome, italien international U19 de 1,96 m quand même, il est absolument immense et qui évolue au poste de défenseur central. Du coup, il évolue au Parma Calcio depuis maintenant deux saisons, je crois, 2 ou 3 saisons. 2 saisons, parce qu'en fait, il a été à Calcio Padrova, ensuite à l'UC Sampdoria, et maintenant il est à... Ah bah non, depuis une saison, il est à Parme. Donc voilà, c'est un joueur qui a fait une très bonne saison la saison passée, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu sur lui. Je me suis quand même un petit peu renseigné, j'ai regardé quelques compilations, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on ne montre que le meilleur, mais ça m'a l'air d'être un joueur très intelligent, qui est capable de bien sortir, notamment sur les attaquants, sur les ballons qui traînent et tout, je le trouve intéressant. Il a une bonne qualité de pied, ça m'a l'air d'être un assez bon relanceur et un joueur qui techniquement est assez intéressant. D'ailleurs, dans le profil, je dis pas qu'il a le même niveau, dans le profil, il me rappelle un petit peu Dean Huijsen. Voilà. Joueur extrêmement propre défensivement, qui est vraiment, il s'impose beaucoup physiquement, mais sans pour autant faire des tacles un peu dégueux. C'est vraiment quelqu'un qui met son corps en opposition. C'est un joueur qui également est un très bon tacleur, mais qui tacle extrêmement proprement. D'ailleurs, je l'ai vu un moment faire une action dans une des compilations que je trouvais magnifique, où il gagne son duel physique, il tacle derrière et il racle le ballon, un peu comme Verratti pour l'image, et qui repart derrière et il donne une excellente passe pour un milieu de terrain ou un attaquant, je sais plus, et c'était waouh, l'action je la trouvais splendide défensivement. Donc on est sur un joueur voilà, capable de faire des trucs comme ça. C'est un joueur qui peut jouer du coup défenseur central gauche et droit, et qui peut également jouer arrière droit. Bon, j'ai un doute. Personnellement, les arrière droits de plus d'1,90 m, je trouve ça non, niette. Enfin, les latéraux d'ailleurs, je trouve que c'est pas vraiment une taille pour ce poste. Malheureusement, et bien par contre il est en contrat jusqu'en juin 2029, donc ça peut te coûter bonbon. Apparemment c'est 40 millions d'euros la somme demandée par Parme, ce qui peut s'entendre parce que c'est potentiellement ta plus grosse vente de ton histoire, même si je crois que Gianluigi Buffon également avait coûté extrêmement cher. Voilà, mais tu peux faire une excellente vente, et Giovanni Leoni, voilà, c'est un joueur qui a l'air d'être un énorme crack. Pour vous montrer un petit peu ses indicateurs statistiques, j'en ai trouvé sur FBref. Sur les buts, c'est un joueur qui marque pas mal de buts, donc ça c'est intéressant. Maintenant, vous voyez que sur ses stats offensives, c'est pas énorme. Après, on est quand même sur un joueur de Parme. C'est pas l'équipe du siècle en termes voilà, de... Vous m'avez compris, c'est pas une équipe de premier plan en Serie A, donc forcément, t'as pas énormément d'occasions de te montrer offensivement, surtout quand t'es un défenseur central. Maintenant, sur les passes tentées, il me semble être plutôt intéressant pour une équipe qui avait finalement assez peu la possession de balle, et c'est un joueur qui voilà, en complète plutôt pas mal, donc ça me semble intéressant. Dans les passes progressives données, il est à 1,58, c'est plutôt pas mal au vu du contexte collectif de cette équipe. Je pense qu'à Liverpool ça pourrait carrément s'améliorer. En plus je vous ai dit que c'était un joueur qui avait vraiment une bonne qualité de balle. Maintenant dans les progressives carries, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup vu faire des courses vers l'avant, même si je pense qu'il a cette capacité. Voilà, je vous le dis, je pense qu'il en a la capacité, ça se repose sur rien du tout, comme voilà, je suis désolé, ça se repose sur absolument rien comme info, mais voilà, juste je voulais vous le dire, c'est un joueur qui pour moi a cette capacité de porter le ballon, d'aller vers l'avant, et comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a une bonne qualité technique, donc voilà. Pour les dribbles réussis, il est quand même à 0,23, donc je vous ai dit capable de porter le ballon, ça c'est sûr. 0,23 par 90 minutes pour un défenseur central, c'est vraiment pas mal. Dans les passes progressives reçues, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui peut beaucoup monter, donc ça c'est intéressant. Même s'il n'y a pas de course progressive, il se projette un petit peu, donc ça c'est intéressant. Sur les tacles, il est à 1,05 par match. Je vous ai dit qu'il était bon dans le domaine. Faites-moi confiance, il me semble intéressant. Du moins, c'est un joueur qui sait tacler proprement. C'est un joueur qui, également, dans les interceptions, me semble plutôt intéressant et capable de sortir, tout ça. Même si, comme je vous ai dit, voilà, dans la compile, j'ai pas vu ses défauts. Donc, il y a peut-être des mauvais placements. Même si, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, vraiment, a une intelligence défensive qui me semble intéressante. Et dans le profil, si on devait rapprocher des défenseurs centraux qui sont à Liverpool, il ressemble plus à Van Dijk qu'à Konaté. Voilà. Un petit peu dans l'idée, défenseur très intelligent, très grand, physiquement très fort, qui a une bonne qualité de relance. Voilà, moi ça me fait penser un petit peu à ça. Dans les blocs, il est intéressant, il est à 1,5 par match. Dans les dégagements, 4,73, et dans les aériens gagnés 1,28. Avec sa taille, il pourra en gagner pas mal des duels aériens. Donc voilà un petit peu pour cette petite analyse de Giovanni Leoni. Et pour ce qui est de Marc Guéhi,
Donc l'autre défenseur suivi par Liverpool. Ça fait un moment hein, déjà qu'il est pisté par Liverpool, même si les rumeurs s'étaient un petit peu arrêtées. Mais voilà, on est de retour sur le dossier. C'est un défenseur central d'1m82, ce qui n'est pas si grand pour un défenseur central, vous allez me dire. Mais moi, je le trouve très performant. J'aime beaucoup le joueur. Il a aujourd'hui 25 ans. Il est international anglais. Il a 23 sélections tout de même. Et il est évalué à 45 millions d'euros. De ce que j'ai compris, l'offre de Liverpool, elle est à 35. Je comprends pas pourquoi. 35 millions d'euros, pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il partira pour beaucoup plus cher que ça. Palace, c'est son meilleur défenseur central. Ils vont vouloir faire une énorme vente, potentiellement la meilleure de leur histoire, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, c'est un deal qui va se faire à au moins 50 millions d'euros. Surtout qu'on est sur un joueur qui, quand même, est extrêmement performant depuis plusieurs saisons déjà. Même s'il est en fin de contrat jusqu'en 2026. Donc, effectivement, ça peut faire baisser le prix. Mais pour moi, ce sera pour la valeur marchande, au moins pour 45 millions d'euros, malgré le fait qu'il soit sur, entre guillemets, la fin de son contrat. C'est un défenseur d'ailleurs droitier, tout comme Giovanni Leoni, hein, qui est droitier, si je ne me trompe pas, je vous retrouve, ouais, il est droitier aussi. Marc Guéhi peut jouer aux deux postes de la défense centrale, et c'est un joueur qui, voilà, globalement est sur la pente ascendante. C'est un joueur qui est formé à Chelsea, donc le centre de formation Cobham, donc il était en Chelsea FC U21, ensuite il est parti à Swansea en prêt. Puis voilà, il a progressé à Swansea, il est revenu à Chelsea, puis il a été vendu à Palace. Et voilà, il est extrêmement performant depuis plusieurs saisons maintenant. Et d'ailleurs, il a fait partie des artisans des 2 titres remportés par Palace, donc la Coupe et également le Community Shield, où il a été plutôt performant face à Liverpool. Je vais vous montrer un petit peu la saison passée, même si on sait très bien que pour les défenseurs centraux, les statistiques comme les buts et les passes D, on s'en fiche complètement. Mais c'est quand même un joueur qui joue 3000 minutes. Donc voilà, avec seulement la Première Ligue où il a quand même joué 34 matchs. Voilà, on voit que c'est un joueur qui vraiment est très important dans cette équipe de Palace, qui est aujourd'hui un joueur de premier plan pour moi en Première Ligue. Et c'est un joueur, voilà, je vais vous montrer un petit peu ses indicateurs statistiques, mais c'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui physiquement est très bon, qui a une bonne qualité de relance également, et surtout regardez un petit peu. Voilà, ces statistiques elles sont sensationnelles, parce que offensivement c'est un joueur qui se projette énormément, qui déjà au niveau des assists est vraiment performant, il est dans les 83e percentile, c'est très fort, dans les expected assisted goals, 90e percentile également, c'est énorme, même dans les non-penalty goals et dans les non-penalty XG, il est très bon. Donc en fait, offensivement déjà, il a des énormes indicateurs pour des défenseurs centraux. Et dans les actions menant à un tir, il est à 1,29. Quand on sait que... comment il s'appelle, Arne Slot a envie d'avoir des défenseurs globalement très joueurs, bah ça peut être intéressant d'avoir un Marc Guéhi qui peut beaucoup se projeter. Comme je vous l'ai dit, ma seule interrogation par rapport à Liverpool, bah c'est le secteur défensif, où je trouve que globalement l'équipe elle me semble extrêmement déséquilibrée. Tu veux mettre une ligne très très haute que tu as beaucoup de mal à couvrir, surtout quand au milieu de terrain tu as Szoboszlai et Curtis Jones qui sont vraiment pas deux joueurs bons pour ces rôles-là. Pour moi, Szoboszlai c'est un cran plus haut et Curtis Jones il est juste pas bon, hein. Va peut-être falloir commencer à s'en séparer, même si je voulais le conserver dans mon mercato idéal, je commence à me faire une raison, hein. Ce joueur n'a définitivement pas le niveau pour Liverpool, mais du coup voilà, il faut pour moi une bonne couverture défensive, et du coup Marc Guéhi, s'il veut pouvoir se projeter, bah ça va être un peu compliqué, parce que bah si tu sais que derrière tu peux te prendre un contre-assassin et tu te fais détruire, et au final on dit que c'est Marc Guéhi le problème, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas sur les indicateurs offensifs, si tu veux un joueur extrêmement joueur malgré son rôle de défenseur central, bah potentiellement tu l'as. Sur les passes progressives, il est quand même à 3,94 par match, donc quasiment 4 par match, c'est quand même assez énorme. Dans les progressives carries également, il est à 0,65, donc c'est plutôt pas mal. Dribble réussi, 0,35 par 90 minutes. Dans les touches dans la surface de réparation, 1,15 par 90 minutes, donc c'est pas mal. Et dans les passes progressives reçues, il est à 0,29. Donc c'est un joueur qui voilà, a une vraiment bonne qualité déjà de projection. Balle au pied, il est vraiment assez bon techniquement. Physiquement, il est assez costaud, il est très rapide. Et en plus de ça, il est capable de se projeter et de vraiment participer beaucoup au jeu. Donc c'est intéressant, surtout quand tu es une équipe de transition, comme Liverpool en tout cas veut le faire. Dans les tacles, il est à 1,79 par 90 minutes, c'est vraiment pas mal, et je pense qu'à Liverpool, bah, ça pourrait peut-être s'améliorer. Dans les interceptions, 0,82 par 90 minutes, c'est plutôt bon, même si encore une fois, ça pourrait être améliorable, mais surtout quand tu vas devoir maintenir une ligne haute, il va falloir être très bon dans les interceptions, et franchement, Marc Guéhi, c'est un joueur qui sait le faire vu ses projections, tout ça. Dans les blocs, il est à 1,62 par match, donc c'est intéressant, vraiment capable de mettre son corps en opposition. 4,80 pour les dégagements et 2 pour les aériens gagnés. Bon,
on a compris que c'était pas le défenseur qui allait gagner le plus de duels aériens, mais n'empêche que voilà, il est pas non plus mauvais, archi nul dans le domaine. D'ailleurs, il y a vraiment aucune stat où il est nul, hormis sur les interceptions, mais c'est parce que c'est un joueur qui évolue assez bas sur le terrain, surtout à Palace, parce que c'est une équipe qui a pas vraiment la possession de balle, donc forcément, mais encore une fois, pour moi, c'est un joueur qui est bon dans le domaine. On l'a vu notamment avec l'Angleterre, où tu as une ligne haute, et où il a été plutôt performant. Donc voilà un petit peu pour cette analyse de Marc Guéhi. Pour moi, ces deux défenseurs centraux, on a besoin. Ces deux joueurs qui sont extrêmement performants. Alors, Giovanni Leoni, c'est un joueur sur lequel, bon, il va falloir plus de temps parce que c'est un jeune joueur, il va falloir que tu l'acclimates à ton idée de jeu. Par contre, pour Marc Guéhi, c'est un joueur qui a déjà connu les lignes hautes. C'est un joueur qui vraiment est très bon dans le championnat anglais depuis plusieurs saisons maintenant. Donc pour moi, il pourrait s'adapter assez rapidement. Maintenant, ton défenseur central remplaçant pour le moment, c'est Joe Gomez. Donc pour moi, il te faut absolument ces deux mecs-là le plus rapidement possible. Surtout quand tu sais que Giovanni Leoni peut dépanner en tant que latéral droit, ça peut toujours être utile si jamais. Donc c'est intéressant, vous avez compris que pour moi c'était deux défenseurs intéressants. J'essaie de vous sortir l'analyse la meilleure possible pour vous parler de ces deux joueurs. Marc Guéhi, c'est un joueur que je connais bien pour le coup, contrairement à Giovanni Leoni que je connaissais pas trop. Mais du coup voilà, j'essaie de me renseigner pour Giovanni Leoni, mais vous comprenez mon avis. C'est deux joueurs que je trouve très performants et qui pourraient pour moi totalement s'imposer du côté de Liverpool. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.